Bien, bonjour à tous. Merci, merci pour l'introduction. Donc effectivement, il y a, vous savez, au CCS, il y a des sessions communes. Ça, c'est une session commune avec la Société française de médecine du sport. François Lussier, l'actuel président, ne pouvait pas être là, donc je suis le représentant officiel de la SFMES. Alors, je remercie ceux d'avant pour avoir écourté un peu mon temps, parce que c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à savoir ce que j'allais vous raconter sur le risque cardiovasculaire à l'effort du diabétique de type 1, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de données dans la littérature, mais il y a quand même des choses. Alors c'est vrai que c'est une session qu'on a voulu à la fois sur la gestion du diabète, mais aussi sur la gestion de ces nouveaux systèmes et les renseignements qu'ils peuvent apporter, et faire un petit point sur ce que l'on peut faire là-dessus. Alors, vous savez qu'il y a énormément de diabétiques à travers le monde, et que malgré tout, il y a quand même une très large prédominance du diabète de type 2. Et ça, quand on fait la littérature, on s'aperçoit finalement que dans le diabète de type 1, on n'a pas obligatoirement autant de données, et que souvent on applique des recommandations, vous le verrez à la fin, aux diabétiques de type 1 qui viennent du diabète de type 2, et ce n'est pas toujours peut-être la meilleure des choses. Alors il y a quand même des millions de personnes dans le monde diabétiques de type 1, équipées, traitées d'une certaine façon. Je vais laisser mes collègues suivants vous parler un petit peu de tout ça, avec une complexité de traitement qui veut peut-être crescendo depuis quelques années. Ça nécessite une gestion quotidienne à la fois de la glycémie pour éviter les hyperglycémies, les hypoglycémies qui ont des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Je vous remontrerai quelques conséquences. Et puis, l'activité physique et le sport, qui fait partie intégrante du traitement, peut être effectivement difficile à gérer. Peut même peut-être y avoir une certaine réticence ou une certaine peur, une appréhension à ça, et on va voir un petit peu comment on peut régler tout ça. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a des sportifs de haut niveau, diabétiques de longue date, dans différents types de sports, y compris ici Chris Freeman, qui a fait 4 Olympiades en ski de fond en étant diabétique de type 1. Donc vous voyez qu'il y a quand même possibilité de faire des choses. Alors je ne vous apprends rien, le diabète, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, on aurait pu s'arrêter là. Et la mortalité globale et la mortalité par événement cardiovasculaire, elle est beaucoup plus importante. Et j'ai pris cette étude-là parce que, alors c'est une étude rétrospective qui a plein de biais, mais qui superposait à la fois l'évolution au cours du temps et chez des sujets parfois très jeunes, ce qu'on ne retrouve pas toujours obligatoirement dans la littérature, mais qui superpose la mortalité de sujets qui ne sont pas diabétiques, avec des diabétiques de type 2, là en rouge, et puis des diabétiques de type 1 en orange, et on voit que voilà, après l'adolescence, la mortalité chez les diabétiques de type 1, elle s'envole, et qu'elle est beaucoup plus importante que ce que l'on peut voir dans le diabète de type 2. Alors, je ne vous apprends rien non plus en vous disant que c'est essentiellement une mortalité, en tout cas au-delà de l'âge de 30 ans, une mortalité par événement cardiovasculaire, par coronaropathie en ce qui nous concerne. Et dans cette étude, cette fois-ci prospective, c'est un registre suédois qui a suivi, vous voyez, jusqu'à 11 ans, des sujets diabétiques de type 1 qui avaient été adressés dans un centre de coronarographie pour soit des douleurs thoraciques, soit un événement coronaire, aigu ou pas, et qui les ont suivis dans le temps. Alors, ce n'est pas une découverte non plus pour nous cardiologues que plus l'atteinte coronaire est importante, en passant donc des monotronculaires aux tritronculaires, la mortalité globale comme la mortalité cardiovasculaire est différente, et que vous voyez que dans les causes de décès lors du suivi de 11 ans, en gris ici, c'est la mortalité cardiovasculaire. Donc elle augmente effectivement avec l'atteinte vasculaire, et que la deuxième cause, ce sont les désordres métaboliques d'acidocétose ou d'hypoglycémie qui sont à l'origine du décès. Donc ça éclaire un petit peu quand même le risque cardiovasculaire un peu particulier du diabétique. Alors le risque de mort subite, puisqu'on parle, dès qu'on est dans un cadre du sport, on s'intéresse plutôt à la mort subite, et surtout la mort subite à l'effort. Le risque de la mort subite chez le diabétique, il est aussi largement augmenté, même en l'absence de coronaropathie et d'atteinte, en tout cas, macroangiopathique. Alors, selon les études, selon l'âge, c'est vrai que les chiffres sont un petit peu variables, mais malgré tout, entre 5 et 10 fois plus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Ça augmente évidemment avec la durée du diabète, ça augmente
avec d'autres marqueurs de gravité de la maladie diabétique. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est si le risque est plus important à l'effort, qui était plutôt la question effectivement qui était posée dans le topo. Alors j'ai repris les séries que vous connaissez tous sur les causes de mort subite à l'effort des sujets jeunes de moins de 35 ans ou de plus de 35 ans. C'est une donnée qu'on n'a généralement pas, tout simplement parce que ce sont des séries autopsiques et que voilà, c'est un renseignement qui manque le plus souvent. Mais par contre, parfois, dans la description de la population, on retrouve cette notion de diabète, sans indication évidemment ni de sévérité, ni d'équilibre éventuel. Et parfois, on a quand même des chiffres qui sont impressionnants, de 10 à 25% de sujets diabétiques dans les séries autopsiques de mort subite à l'effort. Donc il y a quand même peut-être quelque chose à creuser de ce niveau-là. Alors le risque de mort subite, on l'a dit, il peut être lié à une coronaropathie, ça on le comprend tous, mais peut-être juste à des problèmes de gestion de la glycémie elle-même. Et l'hypoglycémie, comme l'hyperglycémie, a des conséquences sur le plan cardiovasculaire. Alors ça, c'est une ancienne étude qui a été faite chez l'animal, mais qui est très représentative, qui montre que lorsque l'on provoque une hypoglycémie hyperinsulinique jusqu'à des taux de glycémie à moins de 0,8, l'objectif dans l'étude, c'était de faire baisser la glycémie jusqu'à 0,6, 0,8 millimoles, donc moins de 0,1 g par litre. Donc évidemment, c'est une hypoglycémie qui est majeure. Et vous voyez qu'il y a une cascade comme ça d'événements cardiovasculaires qui se succèdent, avec d'abord un allongement du QT, des extrasystoles auriculaires, ventriculaires, et puis un bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré pour aboutir à un arrêt cardiaque. Alors, ça a été évidemment montré chez l'animal, mais il y a eu aussi des études chez l'homme que je vais vous montrer juste après. Ce qui est intéressant, c'est que si on perfuse les rats avec du glucose dans le cerveau, on abolit toutes ces réponses cardiovasculaires néfastes, qui montrent bien que c'est généralement la stimulation sympathique adrénergique secondaire à l'hypoglycémie qui est à l'origine de tous ces phénomènes et ça va avoir des conséquences pratiques chez l'homme. La deuxième chose, c'est que vous savez que l'insuline, ça a aussi un effet hypocalimant parce qu'elle fait rentrer le potassium dans la cellule, puisque c'est ce qu'on utilise aussi pour traiter l'acidocétose, et que l'hypokaliémie majeure le prolongement du QT et le risque rythmique. Le dernier point, c'est qu'il y a une espèce d'habituation, c'est-à-dire que des petits épisodes comme du préconditionnement hypoglycémique, donc mes collègues connaissent peut-être ça, moi je ne connaissais pas ça, mais que lorsqu'on habitue les rats à avoir des petits épisodes d'hypoglycémie, finalement ils sont beaucoup moins sensibles à ce genre de choses. Alors chez l'homme, ça a été aussi montré, aussi bien chez des sujets sains, sans diabète, à qui on donne de l'insuline pour faire baisser la glycémie à des niveaux moindres que chez le rat, on est d'accord. Mais malgré tout, on a pu montrer que chez des sujets éveillés, effectivement, de faire des hypoglycémies, par le biais d'une stimulation sympathique, eh bien, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, une prolongation du QT qui peut être à l'origine éventuellement de troubles du rythme. Généralement, lorsqu'on est éveillé et qu'on sent l'hypoglycémie n'est pas très prolongée, et donc on ne décrit pas autre chose. Par contre, pendant le sommeil, alors qu'on peut avoir des épisodes d'hypoglycémie que le sujet n'a pas senti, eh bien, on décrit des choses qui peuvent être plus importantes, et en particulier des bradycardies importantes avec des blocs auriculo-ventriculaires, et il a été décrit des morts subites la nuit, probablement en rapport avec ce genre de phénomène. Donc il y a des facteurs qui ont été identifiés chez l'homme qui peut-être peuvent diminuer l'élévation du QT ou au contraire l'allonger. Vous avez bien les stimulants et le blocage du système adrénergique, les antécédents d'hypoglycémie et a priori les sujets très jeunes ou qui rentrent dans la maladie diabétique très tôt sont plus sensibles aux épisodes d'hypoglycémie que ceux qui ont eu des épisodes d'hypoglycémie répétés au cours du temps. Bien sûr, la durée du diabète et puis l'existence d'une neuropathie diabétique qui va permettre d'éviter ou en tout cas d'atténuer comme ça la prolongation du QT. Inversement, des facteurs qui peuvent, je dirais, précipiter ou aggraver ça, eh bien, c'est le temps passé en hypoglycémie. Et ce qui va intéresser tous ces spécialistes qui travaillent sur les pompes d'insuline, c'est aussi la vitesse à laquelle la glycémie va varier.
Alors inversement, en hyperglycémie, il y a moins de données, mais il semble qu'il y ait quand même une relation entre l'allongement du QT et puis le niveau de glycémie. Alors là, ce n'était pas vraiment la glycémie, c'était plus, je dirais, un équilibre glycémique, puisque vous avez des sujets euglycémiques, enfin avec une glycémie normale, une glycémie à jeun élevée, une intolérance à une charge glucidique, la combinaison des deux, et des vrais diabétiques. Et vous voyez que quand on compare tous ces gens, eh bien, on a, sur des milliers et des milliers de personnes, un allongement du QT. Alors après, vous pouvez les voir effectivement en ordonnée de quelques millisecondes, ce n'est pas un effet majeur. Et puis on commence à voir apparaître, parce qu'il y a des systèmes de contrôle de la glycémie en permanence, des relations plus ou moins évidentes entre les variations de glycémie que vous voyez en haut ici sur des systèmes de contrôle et puis des variations du QT qui ont l'air reliées aux variations glycémiques. Mais encore une fois, l'élévation de l'allongement du QT n'est pas monofactoriel, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, rapidement, donc, on ne va pas parler de la physiopathe, mais il y a une atteinte micro- et macroangiopathique, vous savez, et les trois facteurs majeurs, c'est l'inflammation, la dysfonction endothéliale et puis la thrombogénèse. En termes de complications cardiovasculaires, là aussi, on va passer très rapidement, mais toutes ces atteintes, je dirais, d'organes, elles sont importantes à rechercher. Elles sont plus ou moins majeures. Les plus importantes, c'est ici les rétinopathies, les neuropathies, les néphropathies. Mais par contre, une atteinte d'organes va changer le niveau de recommandation et le niveau de ce que l'on va éventuellement autoriser. Alors je vous disais, il n'y a pas beaucoup de recommandations spécifiques aux diabétiques de type 1, et d'ailleurs, dans les dernières recos de la Société européenne de cardiologie, vous voyez qu'on considère que le diabétique de type 1, au-dessus de 40 ans, il faut appliquer les recommandations du diabétique de type 2, et il n'y a pas d'autres recommandations spécifiques là-dessus. Alors en termes de risque, puisque c'est ce qui va conditionner ce que l'on va faire pour le sportif, en matière de risque, le diabétique de type 1 doit toujours être considéré comme un risque cardiovasculaire. Ça, je ne vous apprends rien. Il est au moins et au minimum sur un risque modéré. Et les définitions qui sont retenues là, c'est le diabétique de type 1 de moins de 35 ans ou une durée de diabète de moins de 10 ans. À haut risque dès lors qu'on a une durée du diabète qui évolue depuis plus de 10 ans ou qu'on a un autre facteur de risque cardiovasculaire associé. Et puis à très haut risque cardiovasculaire dès lors qu'on a une atteinte d'organes ou qu'on a beaucoup plus de facteurs de risque. Alors, lorsqu'on veut reprendre le sport et que l'on est diabétique, vous connaissez cette slide qui a été présentée déjà une fois hier. Vous savez que la première chose, c'est d'évaluer le risque cardiovasculaire. Et puisqu'on est déjà sur du risque intermédiaire à élevé, on est de toute façon sur cette partie-là. Et on va s'intéresser au niveau d'activité physique ou d'activité sportive que font les sujets et leur proposer très rapidement en fait, un test fonctionnel coronarien avant éventuellement de les autoriser à reprendre une activité physique ou sportive. Alors, on ne va pas détailler tout ça, je vous donne juste un petit point sur le score calcique, pour vous dire que la sensibilité diagnostique du score calcique, elle est aussi valide chez le diabétique que chez les non-diabétiques, et que dans les dernières recommandations communes de la SFC et de la Société francophone de diabétologie, c'est la première chose qui est considérée comme étant l'examen phare, à la fois pour trier les gens et pour éventuellement faire une autre exploration coronaire. Donc peut-être que chez le diabétique, on aura une attitude un petit peu différente. Enfin, donc très rapidement, pour être complet, le risque cardiovasculaire, il augmente bien sûr avec le mauvais contrôle glycémique, l'âge de début de la maladie, et puis les autres facteurs de risque cardiovasculaire, ça vous le savez, et dans les recommandations, on ne va pas les détailler, mais c'est le niveau de pression artérielle et de LDL cholestérol qui sera particulièrement important à discuter et à traiter avant d'autoriser la pratique d'une activité sportive. Voilà, donc le diabétique de type 1, c'est un diabétique, c'est un sujet qui est à risque. Il est à risque cardiovasculaire. Ce risque, il augmente avec l'âge et avec la durée du diabète, avec le mauvais contrôle du diabète. Alors, mes collègues verront peut-être est-ce qu'on peut aller au-delà de ce que l'on fait l'HbA1c, mais avec aussi la mauvaise gestion de la glycémie, c'est-à-dire en temps réel, avant, pendant et après l'effort, et ce sera aussi l'objet d'une deuxième communication. Un sédentaire diabétique doit toujours bénéficier d'une exploration cardiovasculaire avant la reprise du sport, mais on n'a pas de
protocole, je dirais, de recommandations spécifiques sur la surveillance chez un sportif diabétique de type 1. Il n'y a pas de recommandations. On appliquera donc au moins les recos habituels que l'on a chez le sportif. Voilà, je vous remercie. Bravo, bravo. Tu es dans les temps, c'est parfait. J'ai une question. Est-ce que finalement le risque cardiovasculaire est le même que le diabétique de type 2, mais il est plus tardif? Il a souvent moins de facteurs de risque cardiovasculaire associés, mais il atteint souvent des sujets plus jeunes et finalement plus difficiles à contrôler sur le plan glycémique. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Ces jeunes qui, à la fois dans l'adolescence, sont peut-être un petit peu réticents à l'apparition de cette maladie chronique, un contrôle de la glycémie qui est moins performant. Et c'est vraiment au-delà de 20 ans, de l'âge de 20 ans, pour des diabètes qui ont commencé entre 0 et 10 ans, on va dire, où on commence à avoir un surrisque important. Ouais. Y a-t-il une question dans la salle? Donc, si on a bien compris, le problème du risque cardiovasculaire est lié à la variation de glycémie. Ces variations de glycémie peuvent être tardives et donc nécessitent un suivi avant, pendant, après l'effort. Peut-être qu'on pourrait demander à notre orateur suivant de venir nous parler de cette situation, parce que le risque est la nuit qui suit l'effort chez le jeune sujet et les variations de glycémie qui peuvent dégénérer, en tout cas sur les problèmes cardiaques. Donc Stéphane, merci. Merci. Peut-être on demande à Madame Bollock de venir.